Les podcasts de la Paillette. Découvrez l'une des rencontres du Festival des médias indés qui s'est tenue les 11 et 12 avril 2026 à Rennes. Bonne écoute. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'être venus aussi nombreux. La salle est pleine. On a même dû refuser des gens, malheureusement. Mais voilà, bienvenue. Alors aujourd'hui, moi c'est Mathieu. Je suis cofondateur de la revue L'Iceberg, qui est une revue qui fête 1 an dans une semaine. Et on a voulu faire un temps d'échange justement sur comment s'impliquer localement dans l'écologie et en écho avec notre dernier numéro où on a fait une enquête, où Anna a fait une enquête sur justement les projets imposés, comment les citoyens réagissent face à ces projets imposés et comment ils essayent d'avoir des victoires. Et la question qu'on voulait se poser, c'est comment on peut identifier des leviers qui permettent justement d'avoir des victoires plutôt que des défaites. Donc on est avec Anna, on a aussi Sullivan Henriot qui est chef de projet mobilisation citoyenne à FNE Bretagne, et Élie et Hélène qui sont militants pour le collectif Reprise de Via Silva. Donc ils vous expliqueront ce que c'est. Juste très rapidement pour vous montrer, nous les 4 premiers numéros de l'Iceberg, ils ressemblent à ça, ils sont super et vous pouvez nous retrouver en bas au stand après si vous voulez les découvrir. Donc là c'est une image justement du grand angle sur les projets imposés et directement je propose à Anna de prendre la parole pour justement nous expliquer comment elle est partie de l'histoire des luttes pour essayer justement de voir qu'est-ce que l'histoire nous apprend pour pouvoir aujourd'hui lutter contre ces projets ou s'opposer au moins à ces projets. Ouais. Alors, je suis pas partie de l'histoire des luttes en général, parce que voilà, j'aurais pas cette prétention, mais par contre, je suis partie de l'histoire des luttes contre ce que les sociologues appellent depuis les années 2010 environ les GP2I, qui sont les grands projets inutiles et imposés, et qui ont plusieurs caractéristiques communes, mais qui sont de 3 ordres différents, qui sont des projets qui ont trait aux déchets, donc ce qui va être des décharges, enfouissement, je ne sais plus comment on dit. Ouais, voilà, c'est ça. Enfouissement, tout ce qui va être lié à l'énergie et à la transformation du territoire. Donc, ça va être les lignes TGV, les aéroports, la 69 par exemple, Notre-Dame-des-Landes, c'est le cas aussi, les projets éoliens, offshore, sur Terre aussi, tout ce genre de choses. Et j'oublie une catégorie. Tous les projets liés à l'extraction. Donc voilà, pour les Bretons, et s'il y a des gens qui viennent de Vendée ou des Pays de la Loire, vous ne serez pas étonnés. Tout ce qui va être carrière, extension de carrière, mine, et aussi tout ce qui est prospection. Donc ça, c'est en gros les 3 grosses thématiques de ces GP2I. Et ils ont aussi des caractéristiques communes qui sont que souvent, c'est des projets très chers. C'est des projets avec un impact écologique qui est sous-estimé par les études qui sont faites. C'est des projets dans lesquels il y a souvent des conflits d'intérêts et des partenariats publics-privés qui sont en général assez troubles. Et ce qui fait, on y reviendra plus tard, mais ce qui fait que les citoyens à un moment se disent c'est quand même un peu bizarre leur affaire. Donc lien avec les conflits d'intérêts. Et puis c'est des projets qui vont s'implanter sur des territoires dont à la fois le lieu et les populations, c'est-à-dire les habitants de cet endroit-là, sont considérés comme des zones périphériques, à la fois par l'État et par les aménageurs. Et en fait, il se passe toujours la même chose. Je fais vite fait une petite histoire. En fait, il y a eu une espèce de pic des contestations dans les années 70-80, en même temps qu'il y a eu des grands projets d'aménagement. Donc, on pense par exemple au Larzac, avec l'extension d'un camp militaire, mais aussi la centrale nucléaire de Plogoff, qui n'a jamais vu le jour. En fait, la toute première contestation que moi j'ai pu retrouver, en tout cas, elle date de 1910, et elle est celle des riverains de la calanque de Port-Miou à Cassis, qui s'opposaient à l'ouverture des carrières Solvay, qui voulaient aller extraire là-bas de la craie, il me semble.
Et donc voilà, donc ils ont fait une manifestation, une très grande randonnée, il y avait 2000-3000 personnes, voilà, mais les carrières ont quand même été exploitées, ouvertes et exploitées durant 75 ans. Et voilà, en fait, ce qui se passe de manière générale, c'est un projet arrive sur un territoire, les citoyens s'en rendent compte au moment de l'enquête publique, c'est-à-dire à un moment où le projet est déjà largement avancé. Cette enquête publique-là, elle n'est pas contraignante, c'est-à-dire qu'on demande leur avis aux gens, mais ensuite, entre guillemets, peu importe ce qu'ils ont dit, puisque même quand l'enquête publique est défavorable, le préfet peut quand même décider de mener le projet. Et donc, voilà, ils se disent, OK, ce projet-là, il arrive à côté de chez moi, il a un peu sorti des cartons, on m'a jamais concerté en amont, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en fait, ce que la sociologue Léa Sébastien dit, elle bosse sur le sujet depuis une vingtaine d'années, ce qu'elle dit, c'est que 40% des contestations sont d'abord sur ce point-là. C'est d'abord des contestations qui sont en lien avec cette espèce de faille démocratique, parce que les gens se disent, bon bah voilà, en fait, il va y avoir un grand projet à côté de chez moi. On m'a jamais mis au courant, on m'a jamais concerté sur le sujet, et donc voilà, ils sont contre, en fait, d'abord sur le principe, en tout cas dans 40% des cas, ils sont contre d'abord sur le principe et ensuite sur le fond, en sachant que très régulièrement, il y a aussi un problème de fond, mais qui n'est pas toujours la base de la contestation, en tout cas. Et justement, localement, aujourd'hui, est-ce que tu as des exemples à partager de projets où il y a des oppositions qui grandissent ? Ouais, en Bretagne, on a eu et on a toujours de très 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 nombreux exemples. Il y a plusieurs cartes en ligne que vous pouvez retrouver pour vraiment voir tous les collectifs citoyens qui s'opposent à des grands projets. Historiquement, il y a Plogoff, bien sûr. Il y a là l'exemple que vous voyez dans l'article, qui est l'ouverture d'une 4e fosse à la carrière de Glomel, où la société Imeris, extrait de l'Andalousie, où une enquête de Splan a révélé récemment que de très graves pollutions avaient eu lieu sans qu'il y ait jamais eu d'enquête de menée. Mais c'est en cours. Et puis, voilà, localement, je vous laisserai parler de Via Silva, mais c'est pas toujours des très grands projets dont il y a eu par exemple un projet à côté de Guingamp d'une usine de saumon, mais c'est aussi très régulièrement et dans en fait la majorité des cas un projet de rond-point, un projet d'extension, un projet de contournement. En Bretagne, on a beaucoup de serres, d'extension de ferme-usine aussi. Et c'est pas voilà, tout d'un coup quelque chose d'énorme qui arrive sur un territoire, mais c'est voilà, petit à petit, on va grignoter une partie de la biodiversité, on va couper des arbres pour construire un contournement alors qu'une route existe déjà, ce genre de choses contre lesquelles en fait, les riverains s'élèvent. Merci. Et justement, Élie et Hélène, est-ce que vous pouvez nous présenter le projet Via Silva et nous dire pourquoi vous vous opposez au projet ? Oui. On va d'abord présenter le collectif, qui est du coup un collectif de citoyens qui se mobilisent contre le projet de Via Silva. C'est porté aussi par Alternatiba, dont je fais partie et qui travaille dessus. Alternatiba, pour resituer, du coup, c'est un mouvement citoyen qui se mobilise pour la justice écologique et sociale et qui marche sur les deux jambes et à la fois s'opposer à des projets néfastes pour l'environnement et à la fois promouvoir les alternatives justement qui peuvent être une alternative à ce genre de projet, quoi. D'autres modes de vie qui sont possibles. Et d'ailleurs, on organise un village des possibles dans 15 jours, le 25-26 avril. Ce sera au Mail François Mitterrand. Voilà, j'en profite. Et pour le projet en tant que tel, donc on n'est pas les premiers à se mobiliser dessus, puisqu'à l'époque où c'est sorti des cartons, début des années 2000, le projet il faisait 650 hectares, donc 650 hectares de terres agricoles principalement, avec plusieurs paysans qui travaillaient ces terres, qui cultivaient. Et du coup, c'était le nom du collectif aussi qui s'est beaucoup mobilisé, qui a pris ce nom de 650 hectares pour vraiment visibiliser l'impact d'un tel projet. C'est vraiment énorme. Et du coup, eux, ils étaient
aussi sur la destruction de ces terres, mais aussi sur le côté mode de construction en fait, puisque c'est à Cesson-Sévigné, c'est entre Rennes, Cesson et Thorigny-Fouillard. C'est un projet qui est porté justement par ces villes-là et par Rennes Métropole. Et du coup, il y a une société locale d'aménagement qui s'appelle Via Silva, qui a été créée pour réaliser ce projet. Et donc, oui, on est sur principalement des bureaux, des logements, tout béton. Vraiment, les modes de construction sont vraiment à l'opposé de ce qu'ils devraient faire aujourd'hui. Enfin, ça, on pourrait aller plus dans les détails, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui, on ait trop le temps. Du coup, il y a eu beaucoup de mobilisation là-dessus. Il y a eu des concertations, il y a eu le Covid aussi. Et maintenant, le projet ne fait plus que 200 hectares. Donc là-dessus, ça a un peu calmé tout le monde. Mais avec plusieurs collectifs, on a décidé de quand même se mobiliser parce que c'est quand même 200 hectares qui partent, qui sont transformés de nature en béton, qui sont transformés de terres cultivables, cultivées encore aujourd'hui, à voilà, du goudron, des bâtiments. Enfin, l'impact carbone, il est énorme. Il a été calculé justement par le collectif 650 hectares à l'époque. Et voilà, nous, globalement, on remet en cause ce système. Enfin, c'est ce modèle de développement, en fait. Le nœud du problème, il est aussi là, aussi plus sur la forme. Et du coup, je peux te laisser prendre la parole. Ouais, parce que en fait, il y a vraiment l'enjeu. Enfin, nous, on porte vraiment l'enjeu des terres agricoles qui sont menacées, parce que si on regarde, par exemple, une carte, comment dire, une photo aérienne de Rennes, en fait, on retrouve que c'est les dernières terres agricoles à l'intérieur de la ville de la rocade de Rennes, et il y a vraiment un choix politique de privilégier la technopole, privilégier la croissance de la ville par rapport à l'autonomie alimentaire, aux intérêts directs de la population en fait, quand on sait aujourd'hui que l'autonomie alimentaire est complètement menacée. Du coup, sur cette question de la démocratie, en fait, c'est une question de quel point en fait on a la possibilité de subvenir à nos propres besoins. Et en enlevant en fait ces terres agricoles là, ce qui se passe c'est que du coup on se retrouve à dépendre des structures de l'agroalimentaire. Et du coup, il y a une question démocratique qui, pour nous, est hyper importante en fait, sur le sujet. Justement, la question de la démocratie, elle est hyper importante, comme tu dis, et la participation du public, des associations, des citoyens, des citoyennes. Comment, à FNE Bretagne, justement, que vous fédérez plein d'associations environnementales, comment vous accompagnez les citoyens, les citoyennes, les assos sur ces types de projets ? Oui. Alors, pour resituer, il y a peut-être le petit logo qui représente un peu du coup France Nature Environnement Bretagne. Donc en fait, pour avoir un peu une image de ce que signifie cet hérisson, il est plein de symboles depuis une cinquantaine d'années. Alors ici, on parle de la fédération régionale des associations de protection de la nature et de l'environnement Bretagne, qui fédère du coup près de 150 structures, donc associations, 30 000 adhérents et une centaine de salariés sur tout le territoire breton. Donc c'est autant d'associations locales, départementales que régionales. Et en fait, déjà le fait d'avoir cet ancrage territorial, ça permet de faire le lien aussi entre les citoyens qui se mobilisent localement et puis les associations qui bénéficient aussi d'expertise, enfin de bénévoles vraiment aussi bien imprégnés des enjeux environnementaux locaux. Donc en fait, pour résumer un peu, voilà, le logo donc rouge, on agit aussi bien en fait à l'échelle locale et à toutes les étapes un peu des procédures administratives de ce qu'on appelle un peu la démocratie environnementale. C'est-à-dire que pour avoir un maximum d'informations, on a des représentants dans toutes les instances officielles de concertation, on va dire de l'État, avec les collectivités, les agences et les services de l'État. Donc on est porte-voix de la nature, souvent minoritaire, mais quand même détenteur. Enfin, du coup, ça permet d'obtenir pas mal d'informations qui peuvent servir pour la suite, notamment pour aller, si besoin, au recours juridique. Donc en fait, c'est important de participer, donc d'outiller les citoyens à travers tous nos, voilà, comme je disais, des manifestes, des grilles d'analyse produits aussi par nos associations qui permettent d'outiller et d'accompagner les citoyens localement, pour ensuite agir en étant, comme on le disait,
en toute connaissance des informations et des enjeux locaux, parce qu'en fait, comme on le disait, le défaut d'information du public est souvent la première béquille en fait, qui ensuite fait tomber tous les rouages pour faire passer un projet en force. Et du coup, on oublie bien souvent que du coup, le droit à l'information, à la participation du public est un droit constitutionnel qui est bafoué à plusieurs étapes. Et du coup, c'est pour ça que les associations viennent en contre-levier, enfin viennent on va dire en contre-pouvoir de surveillance et tout simplement de respect de droits de l'environnement, de droits de l'urbanisme, pour faire respecter ce sur quoi l'État est en carence en permanence. Donc nos associations, comme je le disais localement, sont porte-voix dans la défense du bien commun. Anna a parlé un peu des mines. En ce moment, donc il y a des gros dossiers, notamment sur des gros projets miniers faits par un investisseur américain sur les départements, les régions Pays de la Loire, Bretagne, et puis les départements de la Mayenne jusqu'aux Côtes d'Armor, avec notamment le rôle aussi des journaux comme Splan qui viennent de sortir toutes les défaillances et les insuffisances de l'État dans les contrôles. Donc ça, c'est grâce au travail d'association. Il y a une carte à suivre aussi pour... ça c'était cette carte un peu là des victoires de l'eau en Bretagne, elle retrace depuis 50 ans. En fait, à France Nature Environnement Bretagne, les associations historiques membres sont Eau et Rivières de Bretagne, que vous connaissez sûrement, et Bretagne Vivante, par rapport à la lutte aussi contre les extensions d'exploitation agricole, la lutte contre l'élevage intensif et puis toute la pollution aux algues vertes. Et également, du coup, toute la lutte aussi contre les projets miniers pour faire écho avec l'actualité, et avec aussi la protection de l'eau, de la qualité de l'eau, et les instances des démocraties locales comme le SAGE-Vilaine, la commission locale de l'eau, qui sont en passe d'être démantelées. Donc là, vous avez un petit panorama des victoires de l'eau qui sont menées, comme je disais, de l'étape A, de la concertation, pour avoir participé aux réunions de co-construction, aux ateliers de travaux, ensuite aux réunions publiques, on disait à l'enquête publique, qui est à un stade bien avancé, où le projet est déjà ficelé. Mais c'est important maintenant de participer aux enquêtes publiques pour nos associations locales, parce qu'en fait, il y a des projets de loi qui viennent dire que si nous ne participons pas aux enquêtes publiques, les recours juridiques sont caducs et ne peuvent être acceptés. Donc voilà un peu pour résumer. Trop bien, merci. Ça fait plaisir de voir autant de victoires. Et justement, Anna, dans ton enquête, tu t'es interrogée au levier qui permettait d'avoir des victoires. Donc, est-ce que tu peux nous résumer un peu les grands enseignements que tu en as tirés ? Alors, pour gagner, il faut... franchement, je vais rien vous révéler sur ce point-là. Ce que les sociologues disent, je cite encore Léa Sébastien, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Assez malheureusement. Mais par contre, elle a vu qu'il y avait quand même quelques points qui faisaient que la lutte avait quand même plus de chances d'aboutir de manière favorable aux collectifs qui se mobilisent. Et ça tient à plusieurs choses. Ça tient d'abord à la constitution du collectif et à l'hétérogénéité de ce collectif-là, à la fois socialement et en même temps dans ses capacités d'action. C'est-à-dire qu'il faut à la fois que certains puissent décrypter certains documents, que certains puissent participer massivement à l'enquête publique, que certains puissent contacter la presse, que certains puissent potentiellement faire des recours juridiques, que d'autres puissent aller sur le terrain pour bloquer très concrètement l'avancée des travaux, ce genre de choses qui font que ensemble, avec toutes ces compétences-là, ils ont plus de chances de gagner. Et d'ailleurs, ça provoque une véritable et très impressionnante montée en compétence des citoyens sur un point ou un autre. Et c'est d'ailleurs ce que la sociologue que j'ai citée appelle la résistance éclairée. C'est-à-dire que en fait, les citoyens apprennent énormément de ces luttes qu'ils mènent et deviennent en fait quasiment parfois des experts juridiques, des experts de la mobilisation, deviennent des véritables agences de communication à eux tout seuls. Et puis il y a aussi des choses que le collectif... Alors il y a la capacité du collectif à tenir sur le long terme. Ça c'est très important parce qu'il y a des luttes qui durent. On l'a vu par exemple avec Notre-Dame-des-Landes, le temps que ça a duré. Et
c'est aussi ça qui a permis que l'aéroport ne se fasse pas. Mais il y a un autre point important que les collectifs ne peuvent pas forcément maîtriser, c'est l'intégralité du contexte autour. Le contexte politique, le contexte culturel, le contexte économique. Par exemple, la centrale de Plogoff a été annulée au moment de l'élection de François Mitterrand. Et c'est pas la seule fois où c'est arrivé. Et ça, c'est quelque chose que les collectifs ne peuvent pas maîtriser et qui tiennent à, comment je pourrais dire ça, un peu l'époque, quoi, le moment. Mais par contre, il y a quelque chose d'autre qu'ils peuvent faire et qui est intéressant, c'est qu'ils peuvent proposer des contre-projets, comme c'est le cas par exemple pour l'A69, où il y a un contre-projet qui a été proposé par quelqu'un qui fait de l'aménagement du territoire, dont c'est le métier. Et la crédibilité de ces contre-projets peut aider la lutte à se crédibiliser et potentiellement à la fois, alors l'État peut-être pas, mais en tout cas les collectivités locales, les communes, les mairies qui portent le projet à se dire bon bah voilà, en fait on pourrait faire autrement, et c'est l'ouverture de cette espèce d'imaginaire, de ce champ des possibles, de dire bon bah voilà, en fait jusqu'ici on n'avait que cette idée-là, oui il faut, je sais pas, une autoroute, un aéroport, un champ d'éoliennes, un rond-point, je ne sais quoi d'autre, une prison, une décharge. Peut-être, mais est-ce qu'on peut la faire autrement, en cohérence avec l'urgence écologique, avec les besoins des habitants du territoire, et surtout en concertation avec les gens qui en seront les riverains, puisque dans la majeure partie des cas, c'est eux qui s'opposent à ces projets-là. Merci. Et justement, concrètement, vous, comment vous vous opposez aujourd'hui au projet, et c'est quoi les leviers que vous activez pour ralentir ou voire arrêter le projet ? Ok, les leviers qu'on a déjà essayé de se servir, c'est de se saisir en tout cas, c'est déjà la création en tant que telle d'un collectif, trouver des gens avec qui ce projet, cette mobilisation intéresse, de voir justement effectivement le truc de créer un de projet, c'est très intéressant, et nous à Reprise de Via Silva ça nous a pas mal structuré aussi, dire ok, on veut pas que ça se passe comme ça. On propose quoi en fait à la place, et ça là-dessus on y a apporté des réponses, et ça nous a et effectivement c'est très structurant. Après oui, des mobilisations citoyennes, le mois dernier on a fait une action, on a été replanter une parcelle de 2 hectares où la SPLA avait fait une coupe rase d'une petite forêt de saules. Bon, ça, on a été replanté, voilà, des choses comme ça, pour donner aussi aux gens de s'approprier le lieu, de revenir. Au niveau de ce qui a été mis en place, au niveau concertation, enfin au niveau légal, on va dire, les concertations, c'est toujours mitigé entre est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que c'est que une case à cocher pour eux. Je pense que ça dépend des projets, mais là pour le coup c'était clairement une case à cocher. D'ailleurs la dernière à laquelle on l'a participé, c'était en 2021, et ils l'ont arrêté avant la fin, juste avec un mail en disant on arrête parce qu'il n'y a pas assez de participantes, alors qu'on était autant qu'à la concertation d'avant. Bon, je pense qu'il y avait plus d'assauts aussi qui venaient aux réunions de concertation et qui étaient un peu plus contestataires dans leurs questions. Voilà. Et puis il y a ce truc aussi pour les concertations. Ce truc de mauvaise foi. Si on n'y va pas, c'est pas bien. Si on y va, ça veut dire qu'on cautionne le projet. C'est compliqué. Voilà. Et puis après, au niveau juridique, là-dessus, faire des recours juridiques, ça coûte très cher. Ça prend énormément de temps. Faut le savoir. Ça marche pas toujours. Des fois, ça marche. On a eu l'exemple à l'IFRE où là, ça a clairement marché. Ça a clairement été un point de bascule, tous ces recours juridiques qu'ils ont faits. Par rapport à l'usine Breeder qui voulait installer à l'IFRE sur des terres agricoles aussi.
Ça, et puis aussi, nous, le projet, il doit passer par des cases au niveau des PLUI, au niveau des autorisations de destruction de la biodiversité, enfin d'espèces protégées plutôt. Et là-dessus, on essaye un peu d'y mettre le doigt, mais c'est un peu plus compliqué. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Je te laisse la parole. Ah oui, parce qu'en fait, il y a un enjeu, c'est qu'il y a les dates de transformation du plan local d'urbanisme, qui est le document qui va acter la destruction des terres agricoles. Et il y a une date en 2028. En fait, nous, une des options qu'on a, c'est par la mobilisation citoyenne, pousser les élus à se remettre en cause et à ne pas voter en fait la destruction des terres agricoles qui sont là-bas. Donc ça passe par la mobilisation, par la sensibilisation, etc. Tout ça, quoi. Et le truc, c'est aussi que c'est sur la question des leviers. Il y a une réflexion aussi sur qu'est-ce que... En fait, si jamais on arrive à empêcher la destruction de ces 150 hectares de terres agricoles, qu'est-ce qui va se passer en fait concrètement, est-ce qu'on aura gagné? Et ça, à mon sens, c'est une vraie question parce que nous, ce qu'on pointe aussi, c'est pas uniquement la question de la destruction des terres agricoles, mais la question de la métropolisation. J'entends par la métropolisation la question de la dynamique en fait de la ville de Rennes, de aspirer les cerveaux, de faire en sorte qu'ils restent dans la ville, de construire des bureaux, de faire en sorte qu'il y ait des emplois qualifiés. Et en fait, sur Rennes, il y a 200 000 mètres carrés de bureaux vides actuellement. Il y en a autant de bureaux sous-occupés. Et en fait, c'est cette dynamique du capitalisme en fait qui fait que après, ils vont dire il y a de la spéculation et de la spéculation. Ah bah maintenant, il faut loger les gens qui vont venir travailler. Donc en fait, si on va prendre la racine du problème, c'est le fait que la ville, elle est vendue en fait aux marchés nationaux, internationaux, avec des entreprises de merde, faut le dire. Capgemini, Safran, Dassault, c'est Avia Silva ça en fait. Enfin, c'est vraiment un enjeu international aussi en fait quoi. Et du coup, il y a une question de nous, on va discuter la question de la destruction des terres agricoles, mais eux, ils veulent pas discuter la question de l'installation de bureaux. Et c'est aussi un des leviers qu'on peut imaginer pour structurellement changer la société. C'est aussi de mettre en place, parmi nos rapports de force, un changement de régime qui fait que c'est plus les entreprises, les intérêts des capitaux qui vont dicter qu'est-ce qu'on fait de nos territoires, qu'est-ce qu'on fait de notre ville. Et en fait, ce changement de régime-là, c'est une question aussi révolutionnaire en fait, au sens de changement de régime et qui est-ce qui prend le pouvoir en fait pour décider de comment est-ce qu'on gagne, etc. Donc voilà, il y a la question dans l'écologie qui est rarement abordée quand même sur cet aspect de pouvoir citoyen en fait sur comment est-ce qu'on décide de nos territoires, quoi. Justement, ça me fait penser dans le numéro, l'analyse économique, elle est justement sur les intérêts privés et les entreprises qui construisent la ville. Et j'ai aussi fait un mode d'emploi pour, si vous voulez déposer un recours juridique avec notre affaire à tous. Sullivan, quels sont, vous, les outils que vous avez pu observer qui fonctionnent? Vas-y. Oui. Alors en termes d'outils, comme on disait, il y a tous les enjeux de formation, de sensibilisation des bénévoles avec des formations techniques, des formations grand public. En fait, avec l'élaboration de scopes, en fait, FNE produit tout un tas de scopes, c'est-à-dire des documents d'aide à l'analyse d'un projet, par exemple éolien, d'un parc photovoltaïque au sol, d'un projet d'aménagement ou comment participer sur l'élaboration et la révision des documents d'urbanisme. Donc c'est un peu des documents en fait d'aide au positionnement avec une grille d'analyse. Et ensuite, ça permet que les assos locales puissent s'en emparer. Voilà, il y a des webinaires aussi qui sont organisés. Enfin, il y a des réunions interassociatives du coup dans ces stratégies fédérales aussi. Nous qui est porteuse de beaucoup de synergies en fait avec les assos locales, départementales et régionales. Donc voilà, il y a ces guides, je le disais, pour questionner les projets, analyser l'état initial d'un territoire et soulever en fait des fois tout simplement les irrégularités ou les illégalités tout simplement. Par exemple. Sur le territoire littoral breton est très fréquenté, enfin a une pression touristique et économique énorme, et il y a beaucoup de communes, d'élus qui se permettent de ne pas respecter la loi littorale, en fait, qui est une loi qui a fêté ses 50 ans, je crois, cette année, ou 60 ans, je sais plus. Et du coup, en fait, ça permet aux élus, en fait, normalement, cette loi impose aux élus de pas grignoter les espaces naturels remarquables, les espaces proches du rivage, les zones humides et tout ça.
Et du coup, nous, il y en a beaucoup d'associations qui sont en veille en fait sur la révision de ces documents d'urbanisme dès l'étape de concertation, puis ensuite la consultation, et qui vont malheureusement jusqu'au recours juridique parce que les maires veulent passer en force pour faire passer des projets touristiques sur des zones sensibles. Donc il y a des victoires, recours juridique, il y a des guides, des scopes, comme je le disais. Donc en fait, le recours juridique, là, récemment, il y a eu la victoire sur le golfe du Morbihan de Vannes, qui est une des zones en fait, où il y a près de 80-90% de résidences secondaires sur l'ensemble du golfe du Morbihan. Et du coup, les jeunes actifs, les étudiants ou même tout simplement les nouveaux habitants qui vivent toute l'année peuvent plus se loger ou à des prix effarants. Et donc en fait cette association locale, nous on l'a soutenue, enfin les membres du coup de FNE Bretagne via une association départementale, si tu veux, sur la slide avant, on l'a soutenue encore avant, sur un du coup on les a soutenus financièrement, comme on le disait, c'est des coûts financiers énormes pour une petite association. Et du coup, ils ont obtenu, du coup, on va dire une jurisprudence, donc une victoire juridique assez importante, notamment sur la capacité d'accueil, donc la capacité d'accueil d'un territoire, c'est-à-dire tout simplement les pressions notamment dues aux activités économiques et humaines qui sont exercées tout simplement par les habitants et qui sont en croissance exponentielle et sur lesquels en fait les services publics, tout ce qui est transport, déchets, assainissement, ne sont plus en capacité de recevoir. Donc ils ont obtenu une grande victoire qui a été jusqu'au Conseil d'État, et donc ça peut permettre d'obtenir des jurisprudences. Et aussi dernier point là, avec le contexte sur les municipales, on a rédigé une série en fait avec nos réseaux d'experts, de bénévoles assez impliqués sur toutes les thématiques qui relève des compétences des élus, un livret de 35 propositions à destination des élus. Et du coup, il y a eu beaucoup d'interpellations d'élus provoquées, de réunions publiques, de débats publics, pour justement animer ce débat public, cette démocratie locale, et faire participer les citoyens pour qu'ils puissent voter de manière raisonnée. Et dernier point, à l'échelle de Rennes Métropole, du coup aussi, on a avec une dizaine d'associations, on a fait un pacte pour la transition, avec notamment Alternativa, qui a bien aussi organisé ça pour aller organiser une conférence de presse avec toutes les listes candidates à Rennes Métropole et leur faire signer des engagements, on va dire formels, symboliques, mais aussi pour les suivre pendant leur campagne et puis après, une fois qu'ils seront élus. Trop bien. Merci beaucoup pour toutes ces propositions. Il y a un micro qui va passer si vous voulez réagir, si vous avez des témoignages à partager ou des questions à poser. Il nous reste 5 à peut-être 10 minutes si on arrive à dépasser un peu. Bonjour. Moi, je viens d'une ville qui s'appelle Lamballe, dans les Côtes-d'Armor, et il y a une route, la route des Grenouilles, qui a été bloquée il y a quelques années parce que c'était un endroit où ils se reproduisaient les grenouilles et elles étaient endémiques. Et là, le nouvel élu, il a dit on va rouvrir cette route. Et du coup, là, à mon échelle, moi, j'ai pas envie. Lui, il a dit qu'il allait le faire, le nouvel élu de Lamballe. Mais du coup, je me tourne vers qui? Je fais quoi? Est-ce que je contacte FNE? Comment je sais s'il y a déjà des gens qui s'y intéressent? Est-ce que c'est juste une parole en l'air ou alors est-ce qu'il va vraiment le faire? Comment est-ce que maintenant je peux m'engager? Ouais, alors ce projet-là, il nous parle bien. Du coup, c'est l'association locale qui s'est pas mal impliquée près de Saint-Brieuc, c'est Vive Armor Nature, qui avait obtenu justement la fermeture de ces routes parce qu'ils font du suivi d'amphibiens, en fait. Et cette route était, du coup, pendant la période de reproduction des amphibiens, il y avait des mortalités de centaines de crapauds, de tritons, tout ça qui allait se reproduire dans les mares. Et du coup, elle avait pu être fermée pour le contexte. C'était une route départementale qui avait pu être fermée. Et en effet, lors de changement d'élus, je pense que l'association là doit suivre en tout cas on va dire ces paroles pour le moment de l'élu. J'ai pas connaissance pour le moment de si ça allait être effectif, mais quand vous êtes témoin comme ça d'une potentielle atteinte à l'environnement ou d'une atteinte à l'environnement effective avec par exemple là, des mortalités d'amphibiens, vous pouvez les signaler sur l'outil sentinelle de la nature.fr qui est un dispositif national justement qui accompagne les sentinelles, on appelle les sentinelles de la nature, pour effectuer cette alerte, ensuite être outillés et informés des démarches qu'ils peuvent entreprendre, et ça permet d'informer les associations locales là de FNE du coup à l'échelle de la Bretagne, où en tout cas
on anime cet outil de mobilisation citoyenne et de veille des atteintes à l'environnement. Et en complément, du coup, il y a un site qui s'appelle Terre de lutte, où il y a plein de ressources en fait pour construire des mobilisations, notamment la possibilité, en tant que citoyenne et citoyen, d'aller voir les personnes qui ont des intérêts convergents avec nous sur ces questions-là. Des fois, on dirait pas que ces gens ont des intérêts convergents, mais en fait, si. Ça peut être des riveraines, des riverains, des agris, ça peut être une personne qui possède une forêt à côté, qui est en mode, en fait, non, cette route, elle va me faire trop chier, ou je sais pas quoi. Enfin bref, du coup, il y a aussi cet aspect de aller chercher les gens, aller faire du porte-à-porte, prendre connaissance de qu'est-ce qui se passe. Et enfin, nous, c'est tout un taf aussi qu'on fait localement en allant voir les agricultrices et agriculteurs qui sont sur place, les habitantes et habitants. Et voilà. Il y a une autre question ? Non ? Eh ben, merci beaucoup. On va pouvoir... pardon. Vas-y. Ok, c'est juste, je voulais redire un point, et ça rejoint l'intitulé de cette table ronde, c'est que effectivement à l'échelle locale, enfin là, pareil, tu parlais de ce projet-là, c'est du ressort d'un élu en fait, d'un maire. Toi, tu disais aussi qu'il y avait beaucoup de projets qui avaient été stoppés par décision du maire en fait, parce que finalement l'équipe municipale, elle peut stopper des projets, ne pas délivrer une autorisation ou autre. Et en vrai, les maires, ils le savent bien, quoi, que ils sont élus, ils ont le devoir en fait de répondre aux besoins de leur population, et ils ont le devoir de protéger leur population. Et en vrai, ils peuvent pas rester insensibles à nos mobilisations quand il y a des choses qui vont pas. Et c'est d'autant plus vrai, plus la ville est petite, plus c'est vrai. Mais bon, même quand les villes sont grandes, enfin, je sais pas, Cesson-Sévigné, 18 000 habitants, on n'espère pas avoir gain de cause non plus qui nous entendent aussi. Mais oui, c'est important de se mobiliser. Ouais. Et peut-être je vais juste dire un tout petit mot, c'est qu'au-delà de justement la lutte contre les projets imposés, dans ce numéro, on essaye justement d'explorer les différentes façons de faire vivre l'écologie localement et comment on peut s'engager, justement, que ce soit dans des écolieux, que ce soit pour des formations, que ce soit pour plein de choses qui sont super. Donc voilà, n'hésitez pas, vous pouvez le feuilleter si ça vous intéresse. Merci. Un grand merci aux médias pour la qualité et la richesse de leurs échanges. Rendez-vous sur la-paillette.net pour découvrir les autres rencontres du Festival des médias indés 2026 de Rennes.